BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Un grand bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h30 pile en ce jeudi. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci d'être là sur BFM Business et Tech Co, la quotidienne. Vous le savez, chaque soir du lundi au jeudi, de 19h30 à 21h, on plonge dans l'actu tech. On essaie de décrypter tout ça et de débriefer avec nos experts. Avec ce soir au sommaire de ce Tech Co, en ce jeudi, on va parler gros sous. Mais quand je dis gros sous, c'est gros sous. Levée de 75 milliards de dollars pour SpaceX avant son introduction en bourse. On va en parler dans quelques instants avec nos spécialistes. On évoquera aussi l'arrivée d'Uber qui va lancer ses taxis autonomes en Espagne. Et c'est pas dans 1 an ou 2 ans, non, c'est cette année. En 2026, c'est un petit événement. Et puis tout à l'heure, je recevrai une porte-parole de WeSings. WeSings qui sort une nouvelle balance, beaucoup moins chère que les précédentes, mais avec tout autant de technologie. On découvrira tout cela donc en dernière partie de ce Tech Co. Un grand merci d'être là. Merci de nous regarder, nous écouter, que ce soit en direct ou en replay et podcast. C'est parti, donc bienvenue. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu ce soir, en ce jeudi, avec Thomas Serval qui est avec nous. Salut Thomas. Salut François. PDG de Barracoda. On parlait de WeSings. Tu connais bien évidemment l'équipe de WeSings qui sont des spécialistes de la e-santé. Et toi aussi, tu es spécialiste dans ce domaine-là, même si aujourd'hui tu fais évidemment beaucoup de choses, notamment dans l'IA. À tes côtés, c'est Lucas Perrodin. Salut Lucas. Bonsoir. Président de AI to Market et auparavant, tu étais le patron Europe de tout ce qui touchait à la VR et à l'AR chez Meta. Merci d'être là. Et puis bien sûr, on ne le présente plus. Il s'appelle Frédéric S. Voilà, comme ça, je ne le présente pas. Voilà. Vous savez que c'est Frédéric Don Simotel. Voilà, c'est ça, Don Simotel. Bonsoir à tous. Salut Fred, merci d'être là, journaliste à BFM Business, bien évidemment. Alors, pas mal de sujets, mais pour débuter, donc, on va parler de SpaceX, qui s'apprête à faire exploser tous les compteurs de Wall Street. L'entreprise spatiale d'Elon Musk a confirmé aujourd'hui vouloir lever, écoutez bien, 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, avec une valorisation proche de, attention, accrochez-vous bien, parce que là, ça devient stratosphérique, 1765 milliards de dollars. Ce serait donc de très loin la plus grosse IPO de l'histoire, 3 fois plus que le précédent record de Saudi Aramco. C'était en 2019. Jean-Baptiste Huette nous explique tout ça. Derrière ce chiffre, il y a bien sûr les fusées Falcon, mais aussi les vols habités, les contrats militaires, la promesse martienne. Mais l'un des moteurs financiers, c'est bien Starlink et ses 10 millions de clients, l'Internet par satellite déjà déployé à grande échelle qui transforme SpaceX en acteur télécom mondial autant qu'en champion spatial. L'introduction est prévue le 12 juin sur le Nasdaq. Elon Musk garderait le contrôle quasi absolu de la société avec plus de 80% des droits de vote. Mais l'entrée en bourse arrive avec 2 gros sujets de vigilance. Une valorisation vertigineuse, près de 100 fois le chiffre d'affaires, et des pertes encore importantes en 2025. En clair, les investisseurs n'achètent pas seulement une entreprise spatiale, ils achètent une promesse industrielle, stratégique et même géopolitique. Un test majeur pour Wall Street, mais aussi pour toute l'économie du New Space. Et puis aussi, on achète, on va dire, la vista d'Elon Musk. Derrière tout ça, c'est aussi un personnage qui est Elon Musk. Qui commence sur ce sujet ? Tiens, Lucas, je te sens un peu désabusé, impressionné. C'est n'importe quoi, là, ce qui se passe ? Non, c'est un plan très bien ficelé. Franchement, c'est autant une histoire de technologie qu'un problème de subprime, de dérégulation financière et de risques financiers monstrueux. SpaceX, c'est du communication par satellite. Avec Starlink. Alors Starlink, 2025, ça fait 11 milliards de dollars de chiffre. Bon, ça fait beaucoup de marge, ça fait 60% de marge, c'est bien, mais 11 milliards de dollars. C'est xAI qui fait 1 million de dollars de revenus et qui perd 8 milliards de dollars par an. Et il reste un bout de 4 milliards de satellites qui ne gagnent pas d'argent. Donc on se parle de 18 millions de dollars. 18 milliards de dollars qui vaudrait 1,8 trilliard. Donc en fait, il faudrait l'acheter à 100 fois la valeur de son chiffre d'affaires et à moins 300 fois la valeur de son profit, puisqu'il ne fait pas de profit. Et après, on achète une promesse, un pari. Oui, mais attention, il y a un montage financier derrière.
il y a une dérégulation. En fait, ils sont en train de préparer SpaceX, OpenAI et Anthropic. Ils ont changé les règles de Wall Street. Il y a une mécanique financière derrière qui est incroyablement toxique et qui est à dessein, qui est que, en gros, ils mettent SpaceX. Normalement, pour avoir un prix marché, on attend 3 mois. C'est-à-dire qu'il rentre dans l'indice, il ne fait pas partie de l'indice, il flotte pendant 3 mois, on voit ce que les gens achètent et vendent. Et puis là, ils ont réduit ça à 3 semaines. Donc au bout de 3 semaines, c'est officiellement dans l'indice. Une fois que c'est dans l'indice, eh ben, vous avez des ETF, vous, les plus gros véhicules financiers du monde, des tracking funds, donc tous les Américains, toutes leurs retraites sont dessus. Et en gros, si vous avez un fonds de retraite américain et qu'une valeur est dans l'indice, vous êtes obligé de l'acheter. Ah oui, d'accord. Donc il y a les fonds de pension américains vont commencer à... Ils sont obligés. Ils sont obligés parce qu'en fait, ils achètent un indice agrégé et on force l'entrée de ça dans l'indice. OK. Et pour que ça marche, ils ont réduit le temps de cotation, donc pour qu'il y ait un prix et que ça rentre dans l'indice. Normalement, il faut faire flotter 10%, il faut faire flotter 3-4%, comme c'est dit dans le reportage, il va garder un contrôle absolu dessus. Donc, et ils ont créé une espèce de multiplier pour qu'en plus, les ETF, c'est un peu technique, soient obligés d'en acheter plus. Donc, en gros, le jour où ils poussent le véhicule sur le marché financier, tous les fonds sont obligés de l'acheter. Et en plus, ils veulent vendre 30% à des retail, donc à vous et moi. D'habitude, c'est plutôt 10%, parce qu'ils croient en la vision d'Elon. C'est vraiment un montage financier d'une potentielle toxicité incroyable. Et il y a un autre point quand même qui est hyper intéressant, c'est que xAI, ça fait... Elon Musk, il a fait racheter sa boîte par sa propre boîte. Il a vendu xAI à SpaceX. xAI, ça fait $1 milliard de revenus, ça perd 5 milliards par an. Il l'a vendu 250 milliards à SpaceX. Et ensuite, le jour où il l'a racheté, il a dit « mais ce truc-là, c'est mal fait, il faut qu'on le refasse de fond en comble ». Donc, il a acheté un actif qu'il fallait reconstruire le premier jour. En mars, il a dit ça. Donc, en gros, il a sorti son risque financier de xAI, il l'a donné à SpaceX, il a récupéré son argent, et maintenant, il va donner le risque au marché financier. Ça, si on veut savoir ce qui se passe, c'est un peu... Oui, mais d'accord. Mais... c'est pas très intéressant, mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est très technique, et évidemment, c'est la partie financière qui est très importante. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect technologique et les promesses de ce qu'il est en train de mettre en place. Non, Thomas? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, Téméa, sur la partie financière, c'est le plus gros hold-up de l'histoire, ça c'est clair. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des réalités économiques qui sont de 3 natures. D'abord, Elon Musk a réussi, avec l'argent du contribuable américain, à fabriquer des monopoles, des quasi-monopoles, sur le lanceur et les télécoms de l'espace. Et il n'a pas fait quelque chose d'anodin en 20 ans, parce que regarde le temps qu'il faut pour créer une boîte qui fait 18 milliards de chiffre d'affaires en Europe. On n'en a quasiment pas, de 0 à 18 milliards de chiffre d'affaires. Il a quand même réussi avec de l'argent public américain, parce qu'on oublie quand même que SpaceX, c'est quand même des commandes de la NASA qui achètent à pas beaucoup de gens des fusées et qui, grosso modo, acceptent qu'elles cassent, qu'elles ne marchent pas, parce que c'est des tests, etc. Donc, il a réussi à industrialiser l'espace. Ça, c'est la vraie grosse innovation de Musk, qu'il a converti de 2 manières. Et il réussit son pari. Ah, il a réussi. Quand je dis il a réussi, il n'y a pas de doute sur le fait. Aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est de lancements par an. Non, mais surtout, il a d'un côté l'industrialisation du lancement, et il a aussi industrialisé les satellites en couvrant l'espace. Il a 60% des satellites. Voilà. Et alors, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur des satellites, ce qui est incroyable, c'est que le satellite qu'on imagine très durable, etc., un satellite SpaceX, ça dure 2-3 ans. Starlink, ça dure 2-3 ans. Et donc, en fait, il a transformé quasiment un produit qui était un produit durable, qui durait 10 à 15 ans, en un produit quasi jetable. C'est inconsommable, ouais. C'est inconsommable. Donc, c'est aussi après, des satellites en basse orbite, tu ne peux pas les garder 15 ans. Non, ça s'abîme beaucoup plus vite. Non, mais ça fait partie du modèle économique. Mais donc, il a industrialisé, il a créé une industrie au sens des entrepreneurs américains de l'espace. Donc ça, c'est la partie étonnante. Premier monopole, le lancement et l'espace. Deuxième monopole qui est lié à ça, c'est le monopole sur les télécoms. C'est en fait, aujourd'hui, sans SpaceX, il n'y a plus de résistance efficace en Ukraine, il n'y a plus d'Internet haut débit efficace dans les avions auxquels on est très vite addict, et donc on est complètement en galère alors qu'on a le numéro 2 avec Eutelsat derrière SpaceX. On voit bien que Bezos n'y arrive pas à rattraper avec ni les lanceurs. On voit que les Chinois essayent de rentrer, donc il a quand même réussi un deuxième monopole sur lequel il n'a pas encore extrait toute la valeur qu'il pouvait créer, puisque grosso modo, aujourd'hui,
il faut voir dans Starlink les meilleurs moments de Tesla, service client impeccable, qualité du service qui est rendu. Franchement, ça, c'est la bonne partie. C'est Starlink, c'est le joyau de la couronne dans le package. Ouais, mais c'est surtout... Mais c'est 11 milliards de chiffres. C'est pas... Oui, mais ça peut... 2 trilliards. Oui, mais c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Il y a 10 millions de clients, on voit qu'il y a des besoins qui sont plusieurs milliards de personnes. Et à l'échelle de 8 milliards de terriens, je pense que tu peux avoir un peu plus de clients. Donc, tout ça, il y a une offre de substitution pour Starlink. Je veux dire, on n'est pas obligé de tous passer à Starlink demain. Absolument. Donc l'hypothèse, c'est pas que tout le monde va l'adopter. Par satellite, c'est quoi l'offre de substitution ? Alors, dans les avions, mais ça, c'est un cas d'usage. Non, mais même sur Terre. Si tu n'as pas de 5G, tu n'as pas de fibre, il n'y a pas d'autres solutions. Si tu n'as pas ces autres... Oui, bien sûr, non, je suis d'accord. Une couverture... Je suis d'accord. Dans la notice Mais il y a plein de zones encore dans le monde où tu n'as pas de réseau. Ouais. Et où il y a des gens qui vivent. Mais il y a du réseau où il y a la plus grande densité de population. Donc le marché adressable, c'est ça le point. Et alors, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, dans la notice de l'introduction de SpaceX, et justement, il dit que son marché adressable sur les télécoms, c'est la totalité du marché des télécoms. Ce qui est quand même jouable pas maintenant, mais on va dire à 5-10 ans, c'est qu'on voit quand même qu'on va réussir à miniaturiser les récepteurs de satellites. Ça, il y a déjà des téléphones comme ça qui captent Starlink. Ils captent des tout petits messages. Hein. Ils captent... Non. Les nouvelles générations de satellites Starlink, tu peux avoir une petite 4G et quelques mégabits par seconde. Et donc, c'est effectivement le pari d'aller bouffer c'est pas des petits messages. Sur la marge. Non, mais pour le moment, l'état de ce qui est déployé, c'est quand même du message d'urgence, du SOS. Mais on n'est pas loin d'avoir en mass market des choses comme ça. Et donc, le dernier point sur le troisième monopole, mais qui est plus un monopole géopolitique, c'est que au-delà des communications, il y a la souveraineté américaine. Aujourd'hui, je veux accéder à un quelconque point du globe. On a une société qui est quasiment à la puissance d'un État. Ça n'a aucun sens financier. Mais tant que les Américains impriment les dollars et qu'il n'y a pas de substitution possible, ça vaut ce que le monde est prêt à payer. Aujourd'hui, ça ne vaudra pas ça longtemps, mais pour le moment, ça fait les poches de tous les épargnants mondiaux. Est-ce que vous investiriez dans SpaceX ? Après Fred, évidemment, je te laisse la parole. Pas à ce prix-là. Non, en nouvel entrant, non. Aujourd'hui, en plus, ceux qui vont se faire lessiver, c'est les nouveaux entrants. C'est-à-dire tous ceux qui ont investi depuis le départ, c'est-à-dire les institutionnels, les VC, les salariés qui ont dû avoir aussi leur part, et autres investisseurs, tous ceux qui étaient avant. Eux, c'est quelque part, je vous remercie. 20 ans de fidélité, je vous remercie. Par contre, tous ceux qui vont arriver maintenant, les nouveaux entrants, là, pour acheter à ce prix-là, c'est quand même assez cher. Il n'y a pas beaucoup de flottants en plus, ils vont faire des transactions. C'est très peu. Il y a 4%. Et moi, il y a différentes choses. La première, c'est quand même le comeback d'Elon Musk. Souvenez-vous, on se reporte juste il y a quelques mois. C'était quand même. Il a eu quoi, les 6 mois de convalescence après le drame du Dodge. L'homme le plus haï des États-Unis. Ma voiture, j'ai acheté ma Tesla avant Musk. On refait pas l'histoire, mais voilà. Et quand même, il revient aujourd'hui. On voit quand même l'aura parce que il joue beaucoup sur sa personnalité. Les gens achètent ça. Mais je trouve que quelque part, il lance ça. Ça récompense les 20 ans pour les investisseurs, ça récompense les 20 ans Leur de risque. CFO a littéralement dit dans la conférence de presse, on fait flotter 30% pour les investisseurs qu'on appelle retail, vous et moi, parce que Elon est tellement... parce qu'ils suivent Elon. On va acheter parce qu'on aime Elon. Moi, je pense que ça récompense. Ça récompense d'un côté les investisseurs et de l'autre, pour les particuliers, ça va dire aux particuliers, vous faites un peu partie du monde d'Elon Musk, et ça, les gens... Voilà, en plus, ça va sans doute être des riches particuliers. Après, ce que je remarque aussi dans SpaceX, c'est que SpaceX, nous, on les décrit souvent comme un constructeur spatial. Mais non, aujourd'hui, c'est un vrai écosystème avec, on l'a dit, les télécoms, la partie espace, la partie énergie. Et puis les chipsets bientôt avec les rafabs. La partie télécom. Enfin, on sent que c'est tout un écosystème, tout un empire qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Il y a un point intéressant, c'est il a un coût du capital qui est quand même très faible, puisque quelque part, il arrive et donc, en fait, ça lui permet de faire des choses. xAI, c'est plus trop, on le voit avec le deal avec Anthropic, c'est de moins en moins un des gros joueurs
de l'AI frontière, mais par contre, c'est un gros fournisseur d'infrastructures avec ses méga factories. Donc, quelque part, ce qui est en train de se passer, c'est que Elon Musk est en train de créer l'infrastructure mondiale des télécommunications et de l'AI, et il donne un avantage à ceux qui l'hébergent versus ceux qui doivent s'acheter des puces NVIDIA, alors qu'on est dans un monde de pénurie de capacité. Musk, il y a même des puces NVIDIA qui s'appellent Tesla. Il donne un avantage à celui qui choisit de... Il a aidé Anthropic à rattraper son conservatisme sur l'achat d'NVIDIA. Mais OpenAI, eux, ils avaient acheté tout ce qu'ils pouvaient avant. C'était pas la même. Ouais, après, avec XAI, il a quand même pas mal de data aussi. Il a un réservoir de data et qui revend. XAI, c'est littéralement, il s'est remboursé sur la bête. C'est un canard boiteux, XAI. Après, ce qu'il faut regarder dans SpaceX aussi, il ne faut pas oublier que c'est lui qui fait les moteurs. C'est lui qui fait les structures, c'est lui qui fait, alors pas tous les composants et tout ça. Il fait tous les composants. Il y a de la super tech. Et toute la partie logicielle. Moi, j'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui a monté une start-up avec, dans sa précédente start-up, le fondateur, c'était celui qui avait créé le logiciel, c'est du retour du lanceur, du booster. Ah oui. Et le gars était chez SpaceX, c'est lui qui avait inventé qui a conçu tout le logiciel du retour du booster. Il a dû avoir quelques frissons, lui, je pense. Oui, et puis depuis, il est parti monter sa start-up ailleurs. Il a bien raison. Voilà. Voilà, en tout cas, pour ces chiffres qui donnent le tournis, finalement, on n'avait jamais vu ça. Alors, dans la tech, mais même dans d'autres secteurs, c'est complètement inédit. Dans l'actualité aussi, j'aimerais qu'on revienne sur le Computex, ce grand salon qui s'est déroulé qui se déroule d'ailleurs, je crois qu'il se termine demain, à Taïwan, à Taipei exactement, qui est le salon de l'informatique d'une manière générale, des laptops, des PC, etc., des nouvelles puces. Surtout des composants. Des composants aussi. Des composants. Bien sûr. Mais il y a aussi. J'y allais une fois, c'était. Mais il y a aussi maintenant les constructeurs qui présentent leur nouveau modèle de PC, tu vois, typiquement Dell. Non, mais c'est ça, etc. ils sont évolués. Mais au départ, c'était vraiment les composants, les puces, les machines. C'était Taïwan. C'est Taïwan. Et donc, à cette occasion, Jensen Huang, qui était la star de ce Computex, enfin, cela dit, il est la star de tous les salons, Jensen Huang aujourd'hui, a annoncé eh bien, quelque chose qui était prévu depuis un bon moment, mais on a l'impression que Jensen Huang a attendu, on va dire, que ce soit véritablement au point. C'est des puces qui s'appellent des Spark, des RTX Spark, NVIDIA RTX Spark, qui vont aller directement dans les PC et qui vont se substituer aux puces traditionnelles qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est-à-dire Intel, AMD, etc. Donc, on change carrément d'univers, on passe dans l'univers ARM. C'est pas les premiers PC qui arrivent avec l'univers ARM, puisque Qualcomm en propose depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais voilà, Nvidia, avec l'aura qu'a Nvidia, évidemment, il y a beaucoup de promesses là-dessus. Lucas, tu voulais nous en parler parce que c'est une petite révolution, ces puces. C'est un changement d'écosystème, en gros. Mais ça résonne avec ce dont on parlait avant. Tout à l'heure, on disait maintenant SpaceX loue sa capacité de computing à Anthropic parce qu'on a besoin de gros serveurs, de cloud, etc. Ce que Jensen est en train de dire, c'est que peut-être qu'on va pouvoir pousser les modèles dans les PC, finalement, et grâce à moi. Et si on le fait, c'est moi qui vais définir cette catégorie. C'est-à-dire que pour qu'on ait de l'IA performante en local chez soi, il faudra qu'on ait un chipset, une puce RTX Spark ou une puce NVIDIA. Et au fait, la puce NVIDIA, elle est compatible avec CUDA. Donc, et donc, tout est compatible. Donc, il mange l'écosystème. Donc, en gros, il veut coloniser... Il a colonisé le cloud déjà, notre ami Jensen, les data centers, tout tourne sur ces chipsets. Et il veut coloniser les endpoints, les terminaux, donc les PC. Parce qu'on se dit, si ça bouge, cette économie-là va lui appartenir. Mais ça sert à quoi, le fait d'avoir toute cette puissance d'IA sur ton PC ? Ça sert à avoir à un moment la capacité de cloud sur ton PC, donc pas aller appeler l'inférence en centrale, faire tout que le calcul, soit fait chez toi localement. Tu peux faire tourner 120 milliards de paramètres sur donc des gros modes. C'est pas la capacité de cloud, mais c'est la capacité des modèles open source chinois notamment, qui sont des modèles locaux. Donc, par rapport genre DeepSeek, des choses comme ça. C'est DeepSeek PR4, Qwen, 3,5. Des versions 2. C'est des versions qui sont en benchmark, par exemple. Si tu voulais regarder, on peut considérer que si Claude en code, par exemple, ça permet de faire tourner des modèles de code. Claude est à 85% sur certains benchmarks. Ce que tu vas pouvoir faire tourner est à 56%. Donc, quelque part, des choses qui sont quand même 15-20% moins bien que les modèles mais amplement suffisant pour des tâches, on va dire. C'est un pari sur l'avenir. Parce que comme on est en train
Les Chinois, d'ailleurs, à chaque fois que je viens, je vous dis que les Chinois font des trucs incroyables, mais c'est vrai. Les Chinois, avec V3, ils avaient fait baisser les problématiques d'entraînement. Avec V4 et DeepSeek, l'inférence est devenue beaucoup moins consommatrice. Et en fait, le pari, c'est qu'il faut placer ces terminaux parce que la façon dont on gère les modèles qui vont arriver dans le temps, ils vont être beaucoup plus optimisés. Donc ton 56% aujourd'hui, ce sera 120% de cloud dans un an. De la capacité à faire local. Donc c'est ça le pari. Et puis c'est les premières générations. C'est les premières générations. C'est plus ça. Pour vous, c'est offensif ou c'est défensif? Quelque part. Pour moi, c'est très défensif. Pour moi, c'est défensif. Alors, grosso modo, on en a parlé souvent. Aujourd'hui, sur le terminal local, d'abord, il y a une demande sur le local pour la souveraineté, pour l'efficacité énergétique, pour plein de choses. Il y a une demande sur le local. Et parce qu'aujourd'hui, le token commence à coûter très, très, très cher. Et donc, pour des tâches simples comme OpenClaw, etc., il ne faut surtout pas aller demander à un cloud qui coûte très cher du token d'aller faire des tâches qu'une IA d'il y a 3 ans peut faire. Et donc, une IA qui peut tourner sur un PC peut faire. Mais surtout, aujourd'hui, ça tourne sur les Mac. Parce qu'en fait, le problème qu'a tout l'écosystème PC, pour moi, c'est déjà les funérailles d'Intel. Hein. Ouais. C'est ce qu'on est en train d'observer. C'est terrible. C'est les funérailles d'Intel et c'est important de se rendre compte à quel point c'est les funérailles d'Intel. Intel ne pourra jamais rattraper le train, là? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, leur architecture, qui était celle d'une mémoire séparée... x86, c'est surtout... Apple a eu, il y a 10 ans, cette idée magique de dire il faut faire une mémoire unifiée entre le GPU et le CPU. Cette idée magique fait qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des modèles IA en local, la seule chose qui est acceptable en termes de prix, c'est les puces Apple Silicon. La M4 que vous pouvez trouver sur les... Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais c'est une honte. Aujourd'hui, si vous voulez faire des modèles très efficaces, l'équivalent de la RTX Spark, malheureusement pour RTX, parce que je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien qu'ils l'espèrent, c'est 1 000 € un Mac mini M4 équivalent. Oui, parce qu'il a une puce qui a été conçue en fait pour ça. Exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, pour Microsoft et Windows, ce n'était pas conçu pour ça, c'est un coup de bol. C'est l'architecture ARM, RISC ARM, qui est le SoC System on Chip, qui fait que... Enfin, ils avaient pris des paris de... Oui, technologie qui aujourd'hui paye. C'est ça. Ils voulaient baisser la consommation sur le PC, et en fait, il se trouve que c'est hyper efficace pour ce 15 watts versus les 150 watts que ces trucs-là peuvent pomper. Donc, quelque part, Apple a eu un coup de génie, pas du tout prévu, parce qu'il y a 10 ans, personne ne pensait à ça. Et donc aujourd'hui, pour les spécialistes de l'IA, les Mac mini sont les serveurs pour faire tourner du OpenClaw. Et si vous avez un Mac, une dernière génération, vous pouvez faire de l'IA avec des modèles très sophistiqués pour rien. Il n'y a rien en face, en portable, disponible. C'est pour ça qu'ils montraient d'ailleurs des portables. Il n'y a rien en face dans le monde PC avec des portables disponibles. Vous êtes obligé d'utiliser des cartes NVIDIA RTX 4090, enfin des choses qui coûtent très cher et qui consomment une blinde, donc en fait c'est plus du tout portable. Et donc il n'y a plus d'offres dans le monde PC capables de faire tourner efficacement des modèles à des prix raisonnables. Donc c'est une question de vie ou de mort pour l'univers Windows. C'est pour ça d'ailleurs que Windows, il faut bien voir que pour avoir travaillé chez Microsoft, on fait tourner du ARM qui était déjà, on n'était pas trop... Mais en plus, laisser CUDA, c'est-à-dire du logiciel, prendre la main sur le monopole. On se rend compte qu'on n'a pas trop le choix finalement. Là, on est très dans le défensif parce que si tu laisses un an de plus Apple continuer, la part de marché de Apple Silicon sur le marché... C'est défensif pour Microsoft. C'est offensif pour Nvidia. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Je pense qu'à regarder un peu plus long terme, il se posait la question quand même depuis pas mal de temps, parce qu'ils sont tous en train de parler, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on va au CES, qu'on entend tous les puces IA sur les PC, et je pense que lui, ça faisait un moment que ça tournait dans sa tête d'avoir des puces IA et il commençait quand même à voir les Intel, les AMD qui signaient un peu et qui verrouillaient un peu les contrats avec les fabricants de PC, et pour passer en plus là on a les gammes d'achat, elles sont sur 5 ans quoi, avant qu'on... Et je me dis que il a dû se dire attends, faut qu'on trouve faut qu'on ait un nouvel élan là, parce que sinon on risque de se faire non, mais tous renouveler les autres ont un gap technologique. Enfin c'était soit Apple soit Intel. C'est pas Intel, AMD fermer l'écosystème, c'est Intel et AMD sont pas capables de donner le niveau technologique d'inférence localement. Après attention, on va pas tous avoir des PC avec l'autre chez nous. Ce sera probablement hybride. Mais si tu veux, ils auraient quand même, on peut dire ce qu'on veut, ils auraient quand même continué à progresser. On est sur une rupture d'architecture.
il y a deux problèmes. D'abord, il y a un problème nouveau qui est que la mémoire, elle devient tellement chère que. Voilà. Cette puce, elle sort à les PC, ils sortent entre 3 000 et 4 000 euros. Hein. Ouais, beaucoup plus cher que les Mac Mini. C'est une première génération. C'est la première génération. Donc, quelque part, on est quand même sur une rupture technologique qui a été impérative parce qu'effectivement, l'IA est devenue tellement... il y a plus d'un Français sur deux qui l'utilise. Donc, quelque part, si on n'a pas son IA chez soi, ça va devenir compliqué. Et donc, aujourd'hui, pour moi, sur ce sujet-là, ton problème, c'est que il n'est pas sûr que NVIDIA y arrive parce qu'ils sont beaucoup trop chers par rapport au marché. Il n'y a pas de chemin simple pour Intel pour rattraper ni AMD. Parce qu'on a besoin d'une architecture qui intègre les composants graphiques et NVIDIA est le meilleur. La seule question Le problème, c'est RISC et ARM. C'est-à-dire qu'Intel, ils ont choisi de ne pas faire du ARM, pas faire du RISC, donc du Reduce. On ne va pas aller dans les détails. Mais en gros, ça veut dire qu'Intel dise notre design historique qui nous appartient, on arrête et on va prendre celui de cette boîte anglaise parce que ça marche pas. Rappelons que NVIDIA avait voulu acheter 44 milliards de dollars et c'était tombé à l'eau. Le truc, c'est existentiel pour Intel. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont une autre architecture qui tourne sur des centaines de millions de devices aujourd'hui qui sont obligés de supporter. Enfin, se dédire comme ça aussi, c'est hyper compliqué. Hein. Mais ça veut dire quoi pour le commun des mortels que nous sommes dans quelques années? On va dire que l'immense majorité de nos actions IA sera en local, non hybride, sur ton téléphone ou sur un PC. Il faudra quelque chose d'assez puissant pour décider. En fait, ce qui se passe, par exemple, maintenant, on voit des boîtes qui ont leur facture IA qui explose parce que c'est l'humain qui décide est-ce que je vais utiliser Claude 4.8 pour changer la couleur d'un fond d'écran, tu vois. C'est genre prendre un lance-flamme pour allumer une cigarette, quoi. C'est ça qu'ils font. Et donc, on aura des niveaux de capacité IA où tu vas demander des tâches. Il pourra en accomplir, je ne sais pas, 60% de manière extrêmement satisfaisante. Il sera aussi capable d'envoyer dans le cloud quand il sera dépassé. Sauf qu'il répondra assez vite pour que tu sois satisfait. En fait, vidéo et audio. Enfin, il y a des problèmes de privacy, d'architecture. Les gens n'ont pas trop envie que toutes leurs conversations et toutes leurs photos aillent dans le cloud pour savoir si elles doivent être jaunes ou vertes. Donc on a une très forte demande consommateur. C'est pour ça qu'Apple a aussi fait du Apple Silicon sur les terminaux mobiles, pour que tout ce qui va être interface avec la machine reste en local. Deuxièmement, il y a une problématique qu'on n'a pas assez citée, mais qui est une problématique sur laquelle ils sont très mauvais d'ailleurs chez NVIDIA, de consommation en courant. C'est-à-dire quelque part, ces trucs-là, ça bouffe une énergie de fou. C'est là où Apple est meilleur, vraiment. Tu m'as expliqué exactement que l'origine, c'était la consommation. On va pouvoir donc revenir avec une augmentation exponentielle d'utilisation de l'IA, mais moins de consommation et de factures en courant. On va aussi pouvoir avoir des PC portables, à nouveau, qui sont pas totalement débiles. La question qui se pose, c'est que... C'est rigolo parce que sur les écrans, il y avait du jeu vidéo. Parce que visiblement, ils vont être bons aussi pour le jeu, ces PC. C'est le plus produit par rapport à Apple Silicon. C'est-à-dire que NVIDIA est irrattrapable en graphique. On va arrêter là. Parce que je sens que c'est un sujet qui vous plaît, mais l'heure tourne. Parce que, Fred, je te sens le regard un peu perdu. Non, parce qu'on est parti sur les usages graphiques, mais je pense que pour tous les usages du quotidien, Intel et AMD ont encore leur carte à jouer, j'en suis sérieux. Ah là 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 là, la bataille Intel AMD. Donc, et Qualcomm. Ouais, mais bon, tu vois, non, mais surtout c'est l'enterrement d'Intel pour Thomas et... pour Fred, c'est pas encore tout à fait le cas. Donc c'est intéressant. À l'heure, là. Ça va être compliqué, on va arrêter là. Il y a Qualcomm aussi qui les mange. Bon, tiens, puisqu'on parle d'enterrement, on évoque le Vision Pro dans quelques instants. Là, très à l'aise avec cette conversation. Bah écoutez, ça va être bien parce que rappelons qu'auparavant tu étais donc le patron de Europe de tout ce qui touchait chez Meta à l'AR et la VR, donc tu connais bien ce sujet. C'est vrai qu'il y a cette rumeur concernant John Ternus qui aurait dit stop, on arrête les frais avec le Vision Pro. On en parle dans quelques instants. Petite pause et on est de retour. C'était Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. 20h02 en ce jeudi soir. Merci d'être là, d'avoir choisi BFM Business et d'être fidèle à Tech & Co, la quotidienne. Chaque soir de 19h30 à 21h, votre rendez-vous exclusivement consacré à l'actualité tech. Avec ce soir, sur le plateau, Thomas Serval, PDG de Barracoda, Lucas Perrodin, président de AI to Market et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Ils sont là, vous les voyez, si vous êtes avec nous à la télé. Magnifique. Et je vous propose maintenant de parler du Vision Pro.
Voilà, le Vision Pro, qui était un produit que nous avions découvert quasiment direct il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est ça, hein, c'était il y a 2 ans. Un produit impressionnant avec ce qu'on faisait de mieux technologiquement il y a 2 ans. Hein, des écrans 4K, dernière connectivité, voilà, un masque qui vous permettait à la fois d'être en réalité virtuelle mais aussi en réalité augmentée. Beaucoup de promesses pour ce produit. Cela dit, quand on a vu le prix qui était à 4000 et quelques dollars, on s'est dit ça va être un peu compliqué. Le prix n'a pas baissé depuis. Il y a eu une itération qui est sortie l'année dernière avec une nouvelle version d'un processeur, mais franchement, c'est passé complètement inaperçu. Et on se rend compte avec le recul que ce produit est un échec chez Apple. Ça n'a pas marché. Et je me souviens très bien, Lucas, il y a 2 ans, tu étais là quand on avait découvert ce produit. Tu étais fraîchement parti de chez Meta à l'époque, tu étais au courant de tous ces projets-là et tu nous avais dit, les gars, ça marchera jamais. Ça fait plaisir. Il faut 2 ans, mais non, bah oui. Après, il y a tout cet enthousiasme, puis on a eu tellement d'iPhone moments, de moments iPhone dans l'histoire qu'à chaque fois qu'Apple a sorti quelque chose, on a voulu y croire. Après, il était très clair que, bon, encore une fois, pour l'avoir vu tellement de fois, faire mettre un masque lourd sur la tête d'un humain, c'est un business de niche. C'est aussi simple que ça. C'est un business qui sera jamais, un masque lourd, obstruant comme ça, c'est impossible. Et je l'ai vu 200 fois. Et surtout, c'était la problématique de Meta. Ouais, mais déjà. Les casques Meta, ils étaient 40% du poids d'un iPhone, d'un Vision Pro. Et déjà, on avait du mal. Et puis, il n'y a pas que le poids. Enfin, il y a le poids, c'est pas confortable, on transpire. Faites faire ça à une femme qui est au bureau. Moi, on a vu des exécutifs qui venaient d'énormes boîtes, B2B pour qu'ils le fassent, en training virtuel, etc. Vous faites mettre ça à une femme qui est au bureau, qui s'est coiffée le matin et qui a les cheveux dans tous les sens derrière, elle ne remet jamais un casque de VR sur la tête. Ouais, c'est fini. Donc, il y a plein de frictions qui font que c'était. Donc, c'est un produit impossible. assez clivant, on va dire. C'est un produit clivant, c'est un produit de niche. Ça marche très bien pour une chose, l'apprentissage virtuel. C'est immersif, on a une meilleure rétention des informations, etc. Mais bon, c'est un marché de niche. Et le jeu vidéo, ça marche pas? Non. Non, ça rend. En fait, les usages B2C sont très faibles. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Il y a du gaming. Ouais, il y a un peu Beat Saber, des trucs voilà. comme ça, mais qui reste quand même un marché de niche, finalement. Ouais, mais ça, et par contre, je peux le dire maintenant, parce que l'eau a coulé sous les ponts. Nous, chez Meta, on a toujours su que c'était un marché de niche. On a toujours su que c'était une marche pour aller vers la réalité augmentée dans des lunettes comme les miennes, dans lesquelles j'ai un écran. D'ailleurs, cette technologie-là, elle est au coin de la rue. Donc c'est sûr qu'Apple travaille sur cette technologie-là, parce que personne ne peut rater ce virage-là. Ça a servi de laboratoire un peu. Oui, c'est ce que Fred a raison. Est-ce que c'est finalement ce produit-là, c'était pas un brouillon de ce qu'il y aura dans quelques années? C'est possible, mais il y a un problème de continuité. Alors à moins qu'ils aient énormément de travail en secret, il y a un problème de continuité, parce que bon, nous on a fait beaucoup d'itérations. On avait Quest 1, 2, 3... Ray-Ban Pro, et en fait on allait très vite pour, dans la miniaturisation, tester est-ce qu'il faut que des caméras, est-ce qu'on peut sans les caméras mais avec l'assistant audio AI, en plus c'est un assistant multimodal AI en plus, donc il y a une valeur. Puis t'as la batterie dans ta poche. Ouais, avec Vision Pro. Donc en fait la question c'est quel sera le bon form factor. Shipper un produit, le laisser mourir au bout de 3 ans et avoir aucune solution claire de remplacement, alors peut-être qu'ils en ont une dans les cartons, mais avoir fait très peu d'itérations de produits, je pense que ça va être très dur à attraper. Il y a beaucoup de produits chinois, je ne sais pas si vous les avez vus, de lunettes de réalité augmentée, qui commencent à être relativement miniaturisées avec des écrans visibles. Alors il y a le problème quand vous avez le soleil en face, le rainbow effect, tous ces trucs-là, c'est pas encore réglé, mais on commence à avoir des lunettes avec des écrans plus comme les Google Glasses à l'époque. Et ça, c'est sûr qu'ils travaillent dessus. Mais encore une fois, c'est peut-être une marche pour aller vers cet objectif-là. Mais on voit peu d'itérations produits, peu d'investissements. Il ne se passe rien sur le marché derrière, à moins qu'ils soient vraiment très bien cachés dans un bunker. Je pense qu'ils sont bien en retard. Et puis, juste avant de donner la parole à Thomas et à Fred, il y a aussi un autre échec, c'est le désintérêt des développeurs. Et ça, c'est terrible quand même, parce que vous mettez en place un OS. Et voilà, ils ont développé, au-delà du hardware, un OS spécifique pour ce produit-là. Ils ont jeté ça en pleine nature pour que les développeurs s'accaparent de ce truc-là, pour trouver peut-être la killer app. Personne n'y est allé.
il faut placer des unités pour que les développeurs puissent travailler. Les développeurs ne vont pas travailler sur 120 000 unités placées dans le monde. Oui, Ils ont besoin de 10 millions, 100 millions. Bien sûr. Après, on peut dire, si à l'app, on placera plus d'unités, mais ça ne s'est jamais passé comme ça. Parce que Meta, La killer app, elle a toujours été fournie Meta par... finançait les développeurs, non? Meta a... Enfin, pour qu'il y ait un choix de logiciels, etc. On a racheté Beat Saber, moi, pendant que j'étais là-bas, par exemple. Oui, voilà. Donc, la première application la plus utilisée, on l'a rachetée pour pouvoir la développer et en promouvoir l'usage. Mais ça n'a jamais été un mystère pour notre ami Marc que la VR, ça resterait un marché marginal et que le marché de masse, c'est celui de la réalité augmentée avec des formats qui sont supportables. Simplement, on allait apprendre en posant des produits et en faisant des itérations rapides. Voilà, la fin du métavers, le Vision Pro qui n'est pas trop en forme. Thomas? Il y a plusieurs choses. Et après Fred. Sur ce truc-là. D'abord, Apple a une stratégie depuis 10 ans, 15 ans, qu'on voit intégrer dans l'iPhone, qui est d'introduire la 3D. Parce qu'en fait, derrière ce produit, je suis d'accord, c'est totalement un brouillon. Ce qui, à mon avis, est assez étonnant, et c'est pour ça qu'il va être tué par Thermus, c'est que, grosso modo, il fallait bien que Tim Cook montre qu'il fait des trucs un peu innovants, parce que il n'avait pas fait grand-chose, si ce n'est changer la couleur des iPhones. Donc, c'est pas faire injure d'Apple de voir que... Non, parce que par ailleurs, il y a eu des succès de vente incroyables. Voilà, et donc, quelque part, c'est clair que Les c'était... AirPods, c'est énorme. AirPods, Apple Watch pari. aussi. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant dans ce qui reste là, c'est que c'est qu'Apple a fait de très très belles combinaisons sur la partie graphique. On parlait du retard ou de l'avance de Nvidia tout à l'heure sur la partie graphique. En fait, il faut savoir que Apple est très bon sur la partie compute avec son système de Apple Silicon. Il est derrière CUDA en 3D. Il est vraiment derrière CUDA avec son système qui s'appelle Metal, qui est vraiment derrière. Et donc, ce produit a permis à Apple d'être pas au niveau de Nvidia, mais de forcer la main pour progresser dans le 3D. Et le 3D va jouer un rôle essentiel puisqu'il va rentrer. Le 3D, c'est l'interface avec le monde que les lunettes vont nécessiter. Si c'est pour ça, donc c'est pour ça que j'ai parlé de brouillon tout à l'heure finalement. Mais je ne pense pas que ça soit aussi planifié que ça. C'est quelque part, il faut voir que la plateforme logicielle, elle va pas tomber, elle va pas être perdue. Les développeurs vont, et moi par exemple, pour avoir fait en ce moment une application 3D sur Apple, la problématique c'est tiens, ça a été développé sur Pro et pas encore sur iPhone. Je pense qu'à la prochaine WWDC, c'est-à-dire dans quelques jours, vous allez apprendre que, comme par hasard, on tue le produit, mais que la partie plateforme 3D, elle va se retrouver maintenant dans l'iPhone et donc en mainstream, pour avoir la base installée. De toute façon, ils vont faire des lunettes. Ils sont obligés de le faire. Mais bien sûr. Après, il y a une deuxième question qui reste ça sera ouverte. des lunettes, sans doute, comme les Ray-Ban Meta, sans écran au début. Ou avec écran, mais avec les messages, pas avec du film et du... Ouais, on sera loin du Vision Pro à ce moment-là. Pour avoir testé beaucoup d'écrans et pour en avoir fait quand j'étais chez Google aussi sur les glaces, il n'est pas clair encore que le consommateur finalement soit si fan de l'écran. Non. Et les progrès qui sont en train d'être faits sur la compréhension du monde, entre des modèles de compréhension du monde, les modèles 3D pour faire avec le lidar, etc., comprendre le monde, on voit bien aujourd'hui une voiture autonome, elle voit le monde, mais elle ne vous le montre pas. Enfin, elle le montre parfois. Et donc, c'est pas clair que le consommateur va vouloir un écran. En fait, on pensait tous, nous, en tant que geeks, en rêvant, mais quand on regarde ce qui stick, il semblerait que ça soit des interfaces ultra simplifiées, ultra légères, et donc il y a encore à prouver que l'écran. Par contre, la capacité de capture, et donc de permettre aux développeurs de comprendre le monde, ça va être de l'IA et des modèles 3D du monde, et ça, sur ce point-là, Apple est en train de progresser, ou a progressé grâce à ce produit. C'est pour ça que moi, je j'interprète pas ça comme un échec du Vision Pro, je dis plutôt que c'est un changement de trajectoire. On laisse le casque d'un côté. Là, le clignotant, ça coûte cher quand même. Ouais, non, mais ils en ont les moyens, mais même c'est pas fixé non plus. Ils vont garder tout ce qu'ils ont développé. Alors après, il y a aussi, je pense que là, il y a une rupture aussi. Tim Cook, lui, il croyait beaucoup à la réalité augmentée, et puis il cherchait un petit peu qu'est-ce qu'allait être le futur de l'ordinateur, voire du smartphone. Donc il pariait beaucoup sur John Ternus, lui, il est beaucoup plus basique. Il dit, moi, je crois plus aux lunettes connectées. Donc là aussi, il y a un choix. Enfin, il y a une belle. Pas une divergence de point de vue, mais en tout cas. Et puis derrière, on voit que maintenant, c'est enfin, ce que l'on sait déjà, mais c'est l'IA qui est
qui doit être le moteur un peu de tout ça. Et Ternus, il a dit, attends, on va se concentrer sur cette partie-là. Mais voilà, après, voilà, le casque, ça aurait été... parce que je disais quelqu'un qui disait, oui, le Vision Pro, c'est le Newton de... Ouais, ça ressemble à Newton. Ouais, mais Newton, c'est un vrai échec, tu vois, dans la... Moi, je pense que l'analogie Newton, elle est très bonne, en fait. L'idée, c'est que c'est un pari technologique avant tout le monde. La technologie n'était pas vraiment mûre par rapport à la promesse. Mais tu continues la trajectoire. Et tu fais l'iPhone grâce au learning du Newton. C'est marrant parce que c'est Apple, on dit avant tout le monde. Mais Apple, ils sont arrivés après nous. Largement après. Bien sûr. Mais avec un produit sans doute plus abouti, en tout cas au niveau hardware, qui n'avait rien à voir, mais qui coûtait 10 fois plus cher. Alors attends, un produit plus joli, mais sur tous les autres benchmarks, moins bien. Non, mais les écrans 4K, c'était impressionnant. Ouais, alors on avait un Quest Pro qui est sorti en même temps, qui avait des écrans 4K, qui a été short-lived, comme on dit, qui n'a pas vécu longtemps. Oui, mais malgré tout, on n'avait pas la même qualité. C'était un cran en dessous, je crois. Apple se compare toujours par rapport à eux-mêmes, donc tu sais, mais sur les vrais benchmarks, c'est autre chose. Meta a perdu 37 milliards, je crois, dans ce Virtual Labs. Apple a peut-être perdu... non, mais c'est ce qui a été sorti. Apple a peut-être perdu 5 à 10 milliards. Je pense que ça aussi, ça illustre l'entrepreneuriat californien. Ils créent les catégories, ils testent, ça ne marche pas, et c'est pas grave. Et puis tout n'est pas perdu, parce qu'il y aura plein de technologies issues de cet univers qui arriveront sur les lunettes. Et puis il va concentrer les types, ils vont tous travailler sur l'IA, ils vont mettre la couche d'IA qu'il faut. Il y a toujours eu de l'IA, il y a beaucoup d'IA dans un casque de réalité. Il n'y a pas de GNI, mais il y a beaucoup d'IA. Ils vont moins se concentrer sur l'IA appliquée à ce casque, ils vont se concentrer sur l'IA appliquée à l'IA. On parle d'Apple lundi soir dans Tech & Co sur BFM Business. On sera en direct dès 19h30 pour vous faire vivre la fameuse conférence des développeurs, la keynote de Tim Cook, sans doute la dernière. Voilà. Est-ce qu'on aura aussi John Ternus sur scène? Ça sera la question. La keynote donc de la WWDC, où on découvrira en fait toutes les innovations d'Apple et notamment l'arrivée de l'IA dans Siri. Ce sera lundi dès 19h30, un rendez-vous à ne pas manquer sur BFM Business. On découvrira en même temps que vous les annonces et on les commentera avec vous. On enchaîne avec un sujet justement, alors l'IA, c'est les médias. Les médias qui, ça fait un moment que ça dure cette histoire-là et ça monte en puissance, les médias qui déclarent la guerre maintenant aux géants de l'IA. À l'occasion du congrès mondial des éditeurs de presse qui se tenait jusqu'à hier à Marseille, le patron du New York Times a appelé les médias du monde entier à faire front commun face à OpenAI, Google et Anthropic. En gros, il les accuse de vol. Et Anthony Morel nous expliquait tout cela ce matin dans Good Morning Business. Oui, c'est ça, de pillage organisé, on pourrait le dire comme ça. Alors c'est vrai que c'est un long réquisitoire de la part du patron du New York Times, Arthur Sulzberger, avec des mots qui sont assez cash. Pour le résumer en une phrase, il accuse OpenAI et ses concurrents d'avoir construit leur modèle en s'appropriant les contenus des médias sans jamais les rémunérer. À la fois pour entraîner les modèles, ils sont très gourmands évidemment en données, en data, et notamment en data qualifiée, contextualisée, sourcée. Donc pour ça, les médias sont assez bien placés. Et puis ensuite, pour répondre aux questions des utilisateurs. Quand il y a des prompts, on pose la question et on va plus sur le site de presse, on a directement la réponse dans ChatGPT. Et il dénonce une forme de malhonnêteté parce que tous ces grands groupes technologiques, ils investissent des milliards, des centaines de milliards en réalité pour construire leur modèle, c'est-à-dire en cerveau humain, en data center, en électricité. Et il explique ça ne leur viendrait pas à l'esprit de se brancher clandestinement sur une centrale électrique ou de voler des GPU à Nvidia. Mais pour le dernier ingrédient de la recette, qui est la data, qui est quand même essentielle pour construire l'intelligence artificielle, là, il n'y a plus de considération morale ni éthique. On pille sans aucun problème. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a moins de revenus, donc moins de journalistes pour réaliser le travail d'enquête, qui va ensuite permettre d'avoir de nouvelles data qui vont permettre de nourrir l'intelligence artificielle. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Voilà, encore un coup dur porté au secteur de la presse, dont on fait partie. Alors même si nous, on est un peu privilégiés, parce qu'on est un média radio, télé, c'est un peu différent. Il y a Je suis en train de vendre de l'audio à des agents. Non. Mais il n'y a plus de. Maintenant, les agences. Oui, ce que tu veux dire par là, que ce soit de l'écrit, de l'audio, de la vidéo, pareil, en fait. C'est juste la vidéo, c'est un peu plus dur. Mais non, mais c'est fini. Maintenant, il y a plus de. Les moteurs ont besoin d'être entraînés en multimodaux. Et donc, ils prennent tout ce qui est disponible. Tout ce qui est disponible. Et peut-être pour... tu te rends compte qu'on est haché dans des moteurs IA, là, c'est terrible. Mais on les Il y aura entraîne. un peu de frais de là, un peu de frais de là, un peu de frais de là. Mais on les entraîne en même temps, tu vois, on est un peu leur rein. Oui, on les entraîne, ouais. Bon. Mais sur ce sujet, pour ce qui me concerne, parce que je suis impliqué aussi dans des grandes chaînes publiques d'information, oui.
ce qui s'est passé là, c'est un peu ce qui s'est passé avec YouTube en 2006. C'est-à-dire, là, pour le moment, on invente quelque chose, les utilisateurs sont là, et on s'arrangera avec la loi après. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le début des plateformes de streaming audio, les droits, c'était pas un problème. Ouais, c'est-à-dire qu'on casse la porte et puis après on verra ce qui se passe. Donc, peut-être qu'on la réparera ou on trouvera un truc. Et là, on est dans un modèle qui est assez intéressant. Là, tout ce qui était pillable facilement et gratuitement a été pillé par les premiers acteurs. D'abord par les Américains, puis après par les Chinois qui ont pillé les Américains, qui d'ailleurs s'en plaignent. C'est assez marrant. Mais ça, c'est marrant. De distillation. En disant, ah, mais c'est pas normal, vous utilisez... Vous avez piqué ce qu'on avait piqué. Non, pas piqué, ça, mais pas loin. Enfin, Donc, grosso modo, là, maintenant, on arrive à un seuil, à 2 seuils. Le premier, c'est que la presse se rend compte qu'ils ont servi à entraîner les IA qui capturent une partie de la rente et disent « je veux ma part ». On a eu le même cas quand j'étais chez Google, où les gens de la musique et les gens du cinéma sont venus nous voir pour nous dire « bon, bah, maintenant, il va falloir passer à la casserole ». Et 2, eh bien, en fait, les acteurs des médias, ils ont un problème de business model qui est encore plus en train de s'effondrer. Puisque avant, ils vendaient quand même de la pub quand les gens venaient, mais maintenant, les gens vont demander à ChatGPT de leur fournir l'information. Il n'y a plus de profondeur d'Internet. Et donc là, c'est la ciguë pour eux. Hein. Enfin, c'est un poison mortel. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont de moins en moins de publicité qui était leur modèle économique, et de l'autre, ce qu'ils vendent, c'est-à-dire de la donnée, elle est payée par personne. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que maintenant, ça s'est arrêté. Donc les gens viennent nous voir pour nous dire on veut acheter de la donnée privée. Aujourd'hui, toutes les grandes plateformes commencent à payer. Alors, ce qui n'est pas juste, c'est que ce qui a été pillable a été pillé, donc ils achètent les bases de données privées, des bases de données, ils rachètent, Claude rachète des lignes de code en ce moment, il cherche des programmes qui ont été faits par des bons développeurs pour entraîner. Donc là, on commence à rentrer dans l'économie de l'achat du contenu, même par les grandes plateformes pilleuses. Mais alors, il y a eu quand même des accords qui ont été faits dans la presse, je me souviens justement du quotidien Le Monde, qui avait passé un accord avec OpenAI, je crois, enfin, pour que justement tout ça se fasse, j'allais dire, dans la légalité. Donc il y a eu quand même des deals qui ont été faits, mais à la marge. C'est ça le problème. Lucas. Ouais, il y a une ligne de vie aussi pour les médias qui est que les LLM, pour faire des réponses, ils ont besoin d'autorité de contenu. Et en fait, en gros, si un truc est publié sur le Washington Post ou le New York Times ou Le Monde, dans la probabilité qu'aura ChatGPT de vous répondre, de vous regurgiter ça, l'autorité du contenu sous-jacent, elle est scorée très forte. Donc à un moment, s'ils assèchent ça, le modèle peut raconter n'importe quoi parce qu'il ne sait plus... Il n'a plus de contenu prioritaire. C'est la décentralisation de la source. Donc toute source devient égale par ailleurs. Et là, bon, on raconte n'importe quoi. On peut dire que quand on va sur X, par exemple, c'est ce qu'on voit. Et puis vous voyez les résultats. Donc ils ont besoin de garder du contenu d'autorité. Et pour garder du contenu d'autorité, il y a quand même besoin de travail humain derrière. Donc on pense que là, il y a un peu de business model de rétrocession en fait, qui peut se faire. Parce qu'il y a une interdépendance. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est une interdépendance. On a fait ça chez Google. Il y a eu un fonds qui a été créé pour soutenir la presse. Mais c'est vrai que... Même Facebook avait fait ça. Non, mais tout le monde a été... Mais tu es obligé à un moment d'avoir un contenu qui soit ancré dans la réalité humaine, ce qui ne soit pas algorithmique. Mais au regard de ce qu'il gagnait, enfin, le tout, c'est que tu vois, le partage de la valeur, elle est de plus en plus défavorable à la presse. Après, pour moi, ce qu'il essaie de faire aussi, tu sais, à un moment, il emploie le terme, quand tu regardes son cours, il emploie le terme de brazen sift, c'est-à-dire le vol manifeste. Et je crois qu'il veut aussi fédérer tout le monde. Il siffle un peu la presse. C'est totalement vrai. Oui, non, mais ce qu'il dit est vrai. Après, ce qui passe, c'est que nous aussi, nos sites web, enfin, on les a nourris aussi à une époque. On a pompé du contenu à droite à gauche. Mais lui, pour moi, il est en train de siffler le rappel un peu des gens, de tous les médias, en disant les gars, là, les acteurs IA, ils sont gonflés et il faut qu'on essaie de s'unir un peu et de trouver un moyen. Ouais, mais là, c'est pas vu, pas pris. Excusez-moi, mais c'est trop tard maintenant, non? Parce que en fait, le contenu marginal incrémental, alors effectivement, ils en achètent des petits bouts. Mais en gros, l'Internet, il a déjà été... Ils ont tout bouffé, quoi. Tout l'Internet a été... Mais après, la presse, elle s'en est sortie grâce à l'indexation. Enfin, tu vois, on n'aurait pas eu l'indexation pendant des années, on serait mort. Il y a un autre problème, c'est que le mur qu'on est en train de... Là, on en a parlé, en plus, c'est marrant, aujourd'hui, on a parlé de la data et du hardware. Et le mur qu'on est en train de se prendre, c'est celui des modèles. C'est qu'à la fin, un langage, ça se coupe en 50 000 morceaux qui sont des tokens, et on lui pose des questions, il nous fait des réponses. Et quand on a pris toute la data qu'on avait et qu'on a des niveaux de computing qu'on a, on se rend compte que les modèles, il faut qu'ils s'améliorent.
intrinsèquement, on est en train d'arriver au mur de l'architecture des modèles. Donc d'ailleurs, il y a un Français qui sonne l'alarme depuis très longtemps, qui est Yann Lequin, qui dit que ce mur-là, on va se le prendre parce qu'ils sont trop approximatifs pour nous emmener dans la prochaine génération. Et en fait, cette accélération, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on y allait beaucoup plus vite que tout ce que j'aurais imaginé. C'est que entre l'inférence locale, la compaction des mots, tout ce que les Chinois ont fait pour l'efficacité software et le dispatch, c'est que le problème, ça va être ça très vite. Le problème de la donnée, on va arrêter de se le poser parce qu'on a un problème. Non, mais après, c'est voir qui va avoir accès à l'information, qui va contrôler l'information. Est-ce que c'est les médias ou est-ce que c'est les assistants IA? Pour moi, c'est un peu ça qui là, en fait, est-ce que c'est Google ou est-ce que c'est les assistants IA? Parce que c'est déjà Google. Oui. Google, c'est le gateway à l'information déjà. Donc, bon. Ouais. Et on n'a pas évoqué évidemment le search IA qui, en plus, rajoute encore un clou dans le cercueil des sites de presse. C'est terrible. Il y a eu quand même... Vite fait, et on enchaîne parce qu'il reste un autre sujet. Sur la presse, une sorte de conclave des grands éditeurs de presse américains qui sont déjà mis d'accord sur la manière dont ils veulent faire respecter leurs droits, plutôt les droits futurs. En fait, le droit passé, malheureusement, comme tu as dit, c'est déjà terminé. Les droits futurs et la nouvelle production, ils se sont mis d'accord sur comment ils allaient se faire respecter. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de la rémunération, c'est le maintien des flux d'audience, et puis dire, voilà, les sources de données, c'est les sources, c'est nous. Voilà, c'est ce qu'ils veulent, la presse. Ouais, non, mais c'est clair, ce qui est totalement légitime, en fait. Hein. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on évoque notre dernier sujet, qui est très intéressant, c'est Uber qui va proposer ses premiers taxis autonomes en Europe, et ça va être en Espagne, et c'est pas un horizon lointain, hein, ça va arriver en 2026, et ils font ça en partenariat avec WeRide, que vous connaissez peut-être. Mais ils sont en Roland-Garros. Ils sont en Roland-Garros, c'est une boîte chinoise. Les petites navettes autonomes, si les gens qui ont la chance de naviguer autour de Roland-Garros, ils voient ces petits bus autonomes, alors il y a quand même quelqu'un derrière le volant, mais il ne touche à rien. Ce sont des WeRide, c'est les robots boosters, les robots box, ou les robots, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, ils sont très populaires en Chine, ils arrivent ici. Donc, partenariat entre Uber et WeRide pour lancer donc, les premiers taxis autonomes en Europe et notamment en Espagne. Ça y est, j'ai l'impression que ça avance. Sur ces sujets-là, les Chinois, ils y sont déjà. Les Américains, ils y sont déjà. Et on est coincé par la réglementation et la régulation. Si on oublie la réglementation, qu'est-ce qu'il faut si tu veux lancer un truc? Une technologie de cartographie qui va bien, et puis une marque qui a déjà l'accès aux consommateurs pour aller plus vite. Donc l'alliance entre la technologie qui vient des Chinois et la marque qui vient des Américains, c'est triste parce qu'effectivement, dans un pays plus permissif qu'est l'Espagne, c'est logique. Ça montre aussi, on parle d'enterrement, ça montre aussi que ça aurait quand même mieux été une voiture européenne avec un logiciel européen, de la carte européenne et une marque européenne. Uber, c'est quand même c'est la marque, c'est le paiement, c'est c'est toute la. C'est pour ça que le deal fait énormément de sens. Et là, c'est quoi? C'est des voitures fabriquées par WeRide ou alors ils installent du soft WeRide sur des voitures qui existent déjà? Non, pour moi, c'est des voitures chinoises. C'est des voitures. WeRide, c'est la marque, mais les bus, c'est des bus. Je pense que si tu grattes un peu, c'est des bus. C'est du Geely, non? Ouais, c'est ça. Je crois. Je suis pas sûr, il me semble que c'est du Geely. C'est les constructeurs que l'on connaît. Après, derrière, ils mettent c'est comme les Google Taxi qui sont des Jaguars. À un moment, quand ils ont optimisé toute leur recherche et leur sensor Waymo sur un type de hardware, donc ils ont des contrats à des dizaines d'années. Mais Uber en Espagne, ça a mis très longtemps à venir. Oui, parce qu'il y avait une fronde des taxis, rappelez-vous. À Barcelone. Notamment à Barcelone. Alors maintenant, ça marche à peine. Mais oui, ça marche à peine. Mais ça arrive, en fait. Mais il faut se rappeler, moi j'avais travaillé avec eux au moment où ils ont pillé Travis, le patron de Uber, quand il y a eu le début des self-driving cars, c'est 2015. Il avait piqué l'équipe d'IA de Carnegie Mellon, vraiment piqué au sens le plus malhonnête du terme, hein. Centaines de chercheurs avec lesquels on avait dit on va faire un self-driving car. Et puis c'est une des raisons pour laquelle il a été viré. On a vu que Uber n'avait pas les moyens, vu qu'il n'y avait pas de modèle. Oui, parce qu'ils avaient créé une cellule, etc. Non, plus que une cellule. Ils avaient une division entière de cartographie. Ils ont tout démantelé il y a quelques années. Je crois que c'est tombé juste après le Covid. C'est arrivé avec le nouveau PDG qui a dit on arrête les conneries. On est obligé de gagner de l'argent avant de... Ils sont pas allés chez Tesla, hein. T'as vu? Enfin, les modèles, je me répète, les modèles chinois de self-driving, ils sont meilleurs.
Ils sont meilleurs que ceux de Ouais, Tesla. Bien sûr. Ouais. Ah bah, depuis très longtemps. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup plus de voitures sur la route, ils ont plus de données. 40% des véhicules sont électriques avec du. Enfin, ils sont. En fait, il y a une échelle qui fait. Le marché chinois, de mémoire, de l'automobile, il est plus gros que le marché européen et américain combiné. Donc, ils ont un terrain de jeu qui fait que. Et ils ont beaucoup de data. Les minibus, Ouais. c'est Renault qui les fait là par. Ah d'accord, voilà. Donc Et sinon, c'est Geely, les voitures, Ouais. mais c'est. Ok, mais ça veut dire que demain on pourra avoir des Renault avec WeRide, c'est toute l'intelligence. dont on aurait WeRide dans l'intégration en fait. C'est WeRide, c'est toute l'intelligence à l'intérieur. Et après, voilà, ils font un véhicule. Là, c'est pour Langaros, c'est du Renault. Voilà. Bon, vivement le MWC de 2027 avec un peu de chance, peut-être qu'on pourra se balader. Alors on dit en peu de chance, mais moi je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent et qui sont chauffeurs de VTC et souvent je discute avec eux quand on est passager et je leur dis voilà, ça va arriver. Donc préparez-vous et c'est une certitude. Dans quelques années, on se dira mais comment on a pu. Ouais, enfin, c'est pas sans problème encore. Hein. On verra. T'es pas sûr? Enfin, si, Pas sans problème, quoi. C'est Politique. mainstream, mais il faut que la société accepte que ces choses-là font des erreurs. Mais tu sais, des gens. ouais. Et c'est un problème. Ouais, mais regarde, statistiquement, ça fait beaucoup moins d'accidents que les humains. Au début, enfin, oui, ça c'est prouvé. Ça dépend des conditions. C'est prouvé. En millions de kilomètres, tu prends le nombre d'incidents qu'il y a sur un robot taxi et tu le compares avec un humain qui conduit, il n'y a pas photo. Et puis, au début, moi, la première fois que j'ai pris ce truc-là, c'est vrai que la première fois, on est un peu surpris parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? On confie notre vie à un robot, finalement. Absolument. Mais ils sont un peu supervisés quand même. Et en 5 minutes, on a complètement oublié ce truc-là. Et en fait, on a confiance très rapidement. Si tu regardes Waymo, qui est l'exemple le plus avancé de robotaxi occidental, aujourd'hui, les citoyennes surtout de San Francisco préfèrent prendre un Waymo que de prendre un Uber. Mais quand tu discutes avec les chauffeurs américains et les chauffeurs ici, c'est complètement différent. Les chauffeurs américains ils disent bah oui, c'est la techno, et puis bon, on trouvera autre chose. Enfin, tu vois, on en parlait souvent avec les chauffeurs à Las Vegas. Bon, ben voilà, ça sera le sujet pour terminer. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Lucas. Merci. À très bientôt. Avec plaisir. Président de AI to Market. Merci à Thomas Serval, PDG de Barracoda. On se croisera sans doute à Vivatech, mon cher Thomas, et peut-être avant dans Tech & Co. Je ne sais pas si tu es prévu très vite. Et Frédéric Simotel. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi soir. Lundi soir. Même mardi soir, et même mercredi soir, et même jeudi soir. Lundi soir, je vous le rappelle, émission spéciale WWDC d'Apple. On vous fera vivre cette keynote avec Julien Villeray. Il y aura Didier Sens, il y aura Fred Simotel. J'ai trop hâte parce que je pense qu'on va vivre une très grande keynote Apple. Ça fait longtemps. Vous restez avec nous. Au sommaire de notre dernière partie de ce Tech & Co, on va découvrir cette nouvelle balance WeThings qui vient d'être commercialisée, qui est beaucoup moins cher que la précédente, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait peut-être reprocher aux produits WeThings. Et puis après, on s'intéressera à une start-up qui, grâce à l'IA, arrive à dépister des maladies de l'œil. C'est évidemment impressionnant et on en parlera avec Jocelyn Perret, qui est le cofondateur de ZencoLab. C'est comme ça que s'appelle cette boîte. Vous restez avec nous, petite pause et juste après, c'est Léa Benami qui nous rejoint pour le Tech Flash. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h35, merci d'être là sur BFM Business et d'être fidèle à Tech & Co, la quotidienne. Comme chaque soir, à peu près à cette heure-là, on retrouve le condensé de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, ChatGPT aurait atteint le milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Le chatbot d'OpenAI aurait franchi ce cap le mois dernier selon des estimations, soit environ 3 ans après son lancement, un record de vitesse qui fait d'elle l'application la plus rapidement adoptée de l'histoire devant Google Maps, TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et puis après Tesla, BYD se lance à son tour dans les robots humanoïdes. Le constructeur chinois a confirmé aujourd'hui travailler sur ses propres machines, des robots qui pourraient embarquer certaines technologies déjà présentes dans ses voitures. Et BYD a déjà trouvé leur mission principale. Ils seront utilisés comme conseillers de vente
monte dans ses concessions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tiens, on enchaîne avec un sujet qui a un rapport, c'est les robots taxis qui arrivent bel et bien en Europe. Et oui, Uber et le chinois WeRide vont lancer un service commercial de taxi autonome à Madrid. Un projet pilote qui doit démarrer à la fin de l'année avant un déploiement à plus grande échelle d'ici 2027. À terme, les deux partenaires ambitionnent d'étendre leur service à 15 villes européennes d'ici 2030. Également, dans l'actualité, Google déploie des cartes d'identité numérique dans 5 pays européens, dont la France. Dès cet été, ces utilisateurs pourront scanner leur passeport pour en faire une version digitale dans leur wallet Google. Mais contrairement aux États-Unis, ce document ne permet pas de voyager au sein de l'Union européenne. En revanche, ils serviront à la vérification de l'âge en ligne, une obligation qui se généralise progressivement sur de nombreuses plateformes. Et puis on vous en a déjà parlé dans Tech & Co, l'Europe impose désormais aux constructeurs des batteries remplaçables avec un simple tournevis. Et c'est Nintendo, le fabricant japonais, qui sera le premier à se mettre aux normes avec la commercialisation d'une version européenne adaptée de la Switch 2 d'ici février 2027, date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle règle. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain à 21h30 sur BFM Business pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. Une émission également à retrouver sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en podcast sur toutes les plateformes. Et au programme cette semaine, une histoire de dingue. Un modèle de Google Watch a été retrouvé au fond de l'océan avant même sa sortie officielle. On écoute un extrait. Vous vous rappelez de l'iPhone 4 retrouvé dans un bar, le prototype d'iPhone 4, bah alors là on est encore plus fort. Mais Google est très fort en leaks en général. En 2022. Il y avait eu non mais il y a eu plein de leaks connus dans la tech, des oublis dans des avions, dans plein de choses. Mais là, c'est pas n'importe qui en plus, parce que c'est le fondateur du studio Gearbox, les jeux Borderlands, qui a un ami qui est en train de faire de la plongée je crois que c'est à Saint-Martin, je vérifie pour pas me tromper, à Saint-Martin, et qui tombe sur une montre au fond de l'eau. Alors déjà, improbable, moi ça m'est jamais arrivé de tomber sur une montre. Non mais c'est vrai. A priori, le mec n'est même pas un gros fan de tech, mais du coup, il contacte Randy en mode oui, bah, toi, t'es développeur de jeux vidéo, donc tu dois connaître ce que c'est. Et là, ils se rendent compte que c'est la Pixel Watch 5 qui n'a pas été annoncée encore. Donc ça veut dire qu'un ingénieur Google qui testait probablement l'étanchéité de la montre et probablement les nouvelles fonctions plongée est allé faire de la plongée, a perdu la montre et quelqu'un l'a retrouvée. Mais la probabilité que ça arrive, qu'elle soit retrouvée est immense. Mais surtout, que quelqu'un retrouve une montre, c'est une chose, mais que quelqu'un retrouve une montre et soit suffisamment geek pour arriver à reconnaître la future Pixel Watch 5 que moins de 1% de la population peut reconnaître. Et que le mec soit pote avec le fondateur du studio. Oui, non, mais c'est incroyable. Et retrouvez l'intégralité de quoi je mêle donc dès demain midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Ça, c'est en avant-première. Vous avez aussi le podcast audio. Et puis, tout au long de ce week-end et dès demain soir sur BFM Business, sur cette même antenne, à la radio et à la télé. Il est 20h39. On va parler maintenant de l'une de nos stars, on va dire, de la tech et de la santé. En France, il s'agit de WeSings qui sort un nouveau produit qu'on découvre tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille Caroline Lagarde. Bonsoir Caroline. Bonsoir François. Et bienvenue. Merci. Sur BFM Business, dans Tech & Co. Vous êtes chef de produit chez WeSings. Alors on connaît bien WeSings, boîte française spécialisée dans la e-santé qui depuis pas mal d'années innove avec de nouveaux produits. Ça a commencé par les balances, mais il y en a eu plein d'autres. Peut-être que vous pouvez les citer de mémoire. Je me souviens des montres, bien sûr. Exactement. On a aussi les tensiomètres, analyseurs de sommeil, analyseurs d'urine, il n'y a pas longtemps. C'est ça. Et puis le BIMO, qui est un mélange d'un thermomètre, un stéthoscope, pour suivre la santé au quotidien. WeSings aujourd'hui qui est une boîte internationale, c'est-à-dire que évidemment vous vendez tous vos produits un peu partout dans le monde ce qu'on pouvait peut-être vous reprocher, c'est que vos produits, surtout les balances, étaient quand même assez onéreuses, c'est vrai, parce qu'elles sont bardées de capteurs, parce que c'est des bijoux de technologie, et là vous annoncez justement une nouvelle itération en fait de votre balance connectée qui a un avantage, elle coûte beaucoup moins cher. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous l'avez apporté sur le plateau. Oui, exactement. Donc, c'est BodyFit. C'est notre nouvelle balance qui a une poignée et donc qui permet d'avoir une mesure de composition corporelle segmentale, donc c'est-à-dire votre masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse, dans chacun de vos segments de votre corps, d'un niveau qui n'était accessible jusque-là que chez des professionnels.
Donc notre but, c'est d'avoir cette mesure de très haut niveau qui est accessible pour chacun chez soi. D'accord. Donc on se pose sur la balance, on pose ses pieds sur la balance. C'est ça. On attend 20 secondes, je crois. Oui, c'est ça, une vingtaine de secondes. Enfin, on prend la poignée, on attend une vingtaine de secondes. Donc là, il n'y a pas la poignée là. Enfin, oui, la poignée, elle est là. En fait, poignée, ça se tire. Oui, c'est ça, C'est-à-dire exactement. qu'on se met debout sur la balance, on tire ce truc-là et on le tient. C'est ça. Donc on a des électrodes pour les pouces, on a des électrodes pour les doigts. Et donc tous ces points de mesure permettent de lancer ces mesures. Et donc nous, notre but chez Weezing, c'est de pouvoir acquérir ces mesures sans de manière passive. Donc c'est une balance, chaque personne sait comment utiliser une balance et on va plus loin qu'une mesure de poids traditionnelle. Alors ça sert à quoi de tous ces capteurs en fait, parce que effectivement, donc vous mesurez le taux de graisse, etc. Ça va même plus loin en fait. Qu'est-ce qu'elle arrive à mesurer quels sont tous les indicateurs que vous arrivez à mesurer aujourd'hui avec cette balance? Je ne vais peut-être pas vous les citer tous les uns après les autres, mais donc le but, il y en a une vingtaine, je crois, non? Oui, ça dépend comment on calcule, mais en fait le but, c'est de vous faire un scan métabolique. Donc, si c'est pour des objectifs wellness, pour certaines personnes d'avoir telle composition, telle morphologie ou autre, ces personnes vont se concentrer sur la masse musculaire, la masse graisseuse. Si c'est pour avoir un objectif de prévention, donc typiquement on peut suivre la graisse viscérale, qui est la graisse qui est autour des organes, qui est dangereuse, qui peut mener à des maladies cardiovasculaires. D'accord. Et enfin, avec l'ère des médicaments coupe-faim, donc les GLP-1. Ozempic, etc. Exactement. Donc quand les utilisateurs prennent ces médicaments, ils ont une baisse de poids, mais notamment une baisse de la masse musculaire. Et donc nous, notre but, parce que ça attaque aussi les muscles, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Sauf que si on perd trop de muscles, au bout d'un moment, on est en mauvaise santé et on ne peut plus se déplacer normalement. Okay. Et donc le but, c'est de pouvoir suivre ces évolutions, masse graisseuse, masse musculaire, pour s'assurer qu'on perd le bon poids, entre guillemets. Et puis après, il y a tout ce qui est cardiaque, bien évidemment. Tout ce qui est cardiaque, alors ça, c'est sur notre autre modèle, donc la Bodyscan 2. C'est-à-dire que celle-là ne fait pas le cardiaque. Celle-là, le but, c'est d'avoir une balance, avec le métabolisme, pour suivre notamment la perte de poids, les objectifs de santé. Le volume de graisse et le volume de muscle. Oui, exactement, c'est ça. Après, notre autre balance, la Bodyscan 2, en fait, se détache d'une balance parce que le but, c'est d'avoir une vue plus holistique et de faire un scan donc métabolique, mais aussi cardiovasculaire. D'accord. Ça, c'est le top du top. Ouais. C'est celle que vous avez présentée au CES, je crois. Exactement, c'est ça. Voilà. Qui sort quand? Elle est sortie déjà, celle que... Elle sort d'ici peu. D'ici peu, d'accord. Et ça, c'est le top du top chez vous? Exactement. Parce que je me souviens, j'avais reçu Eric Carrel qui était venu nous en parler et qui disait que c'était véritablement une station de santé, finalement, cette balance. Elle mesure d'autres paramètres aussi? Oui, c'est ça. Donc, le but, c'est de se focaliser sur les paramètres cardiovasculaires. OK. Notamment, donc, c'est pour toutes les personnes qui ont des antécédents dans leur famille. Le but, c'est de pouvoir mesurer donc, au niveau du cœur les données pour pouvoir prévenir l'apparition de symptômes qui pourraient, par exemple, annoncer une insuffisance cardiaque. Et tout ça est complémentaire en fait de tout l'écosystème d'objets connectés que vous avez, parce que si par exemple j'ai une ScanWatch ou même une Apple Watch, finalement, qui est une montre aussi connectée, tout ce beau monde peut communiquer entre eux ou pas? Oui, c'est ça. Donc, on a une corrélation de toutes les données dans l'application. Et après, ça, c'est notre but chez Weezing. Donc, on a l'écosystème, on a l'application dans laquelle on peut faire le suivi des mesures. Et après, nous, notre but, c'est de faire aussi l'intermédiation entre l'utilisateur et les médecins. Donc, typiquement, pour le cœur, on fait une mesure d'électrocardiogramme et cette mesure peut ensuite être renvoyée directement à un cardiologue pour une revue dans les 24 heures. Est-ce que les médecins sont prêts à tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont OK de recevoir par mail, enfin je ne sais pas comment ils le reçoivent d'ailleurs, un PDF avec un électrocardiogramme fait par une machine, alors que ce soit une Apple Watch, une balance ou une montre de chez vous? Nous, dans tous les cas, on travaille avec des médecins donc, dans notre quotidien, justement pour savoir donc, déjà quelle mesure est pertinente et aussi pour réussir à expliquer justement aux médecins la pertinence de nos mesures, comment les utiliser. Et tous les partenariats qu'on a faits, c'est avec des médecins qui ont déjà fait le pas et travaillent déjà avec le digital et les objets connectés. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans Tech & Co. J'imagine que c'est un levier pour vous incroyable aussi, non? Oui. Bon, après, on travaille dans la santé, donc il faut toujours faire attention à la... Oui, bien sûr.
aux données et aux hallucinations, comme on dit. Et aux hallucinations de l'IA. Mais c'est vrai que d'un point de vue données, donc nous, on mesure des données. Et le but, c'est de faire les corrélations pour pouvoir prévenir la personne quand il y a un gros changement, quand il y a une évolution qui n'est anormale. Et donc, pour ça, l'IA, c'est révolutionnaire. Ouais, et on peut, enfin, d'après ce que j'ai compris, on peut même arriver à détecter des pathologies avant même que les premiers symptômes apparaissent, parce qu'il y a des petites oscillations, des petits changements, et ça, il n'y a que l'IA qui peut le détecter, en fait. Oui, et c'est pour ça aussi qu'avoir différents capteurs avec différentes mesures est très important, parce que c'est souvent en voyant une petite oscillation sur une mesure et sur une autre qu'on arrive à voir qu'il y a un vrai problème et quelque chose à surveiller chez cet utilisateur. Donc cette BodyFit, ça y est, elle est dispo ? Cette BodyFit, elle est disponible la semaine prochaine. D'accord. En Europe, en juillet, le mois prochain. En juillet, d'accord. Le mois prochain en Europe. Et au prix de... au prix de 250 €. Voilà, qui est beaucoup moins cher que la Bodyscan 2. Qui est au prix de 500 €. Voilà, 500 €. Merci beaucoup, Caroline Lagarde, chef de produit chez WeThings. Et continuez à faire de jolis produits made in France, en tout cas conçus en France. Merci beaucoup. Il est 20h47, direction tout de suite la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Et je retrouve Kesso Diallo, tout de suite, qui est avec nous sur le plateau de Tech & Co. Pour tout te dire, ma chère Kesso, je n'ai pas le papier avec notre chronique ce soir. Ah, d'accord. Il a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas ce soir. De quoi vas-tu nous parler ? On va parler de Scout, l'agent qui a été lancé par Microsoft il y a 2 jours, lors de la conférence Build. En fait, c'est le premier d'une série d'assistants IA conçus pour être toujours actifs. Il s'intègre aux applications de Microsoft 365 et il peut se connecter à nos données. Donc, il peut voir nos mails, notre calendrier ou encore nos contacts. Tout ça, en fait, ça lui permet d'agir au nom de l'utilisateur. Il peut, par exemple, rechercher et modifier des documents, rédiger un mail ou encore naviguer sur des pages web. Et en fait, le but avec cet agent, c'est de faciliter la vie des utilisateurs, mais encore plus inquiétant d'après Microsoft, c'est de rendre les utilisateurs accros à l'IA. Du moins, c'est ce qu'a révélé un document stratégique de Microsoft et que le site 404 Médias a pu consulter. On y découvre ce qui semble être une feuille de route avec Microsoft qui assure vouloir d'abord diffuser cette expérience de manière autonome pour, à la fin, construire des outils qui rendent les gens dépendants au quotidien. Alors, ces révélations tombent mal pour Microsoft, surtout avec les récentes affaires qui ont montré une addiction dramatique au chatbot. Oui, d'autant plus que dans la plupart des cas, ce sont des enfants ou bien de jeunes adultes qui sont devenus accros à l'IA. Dans certains cas, il y en a même qui ont mis fin à leur jour. Mais comme l'a dit un employé de Microsoft, la bonne nouvelle, c'est que Microsoft est plutôt mauvais pour construire des produits qui sont addictifs comparé à d'autres entreprises comme OpenAI ou Character AI. Mais surtout, il semblerait que Microsoft a mal choisi ses mots dans ce document parce qu'en fait, le but, c'est pas de rendre les utilisateurs accros à Scout, mais plutôt à ses fonctionnalités. En attendant, Scout est réservé à un cercle limité de clients et d'employés de Microsoft. On verra bien, du coup, quand il sera disponible pour tout le monde, ce qu'il en est vraiment. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur Scout, ou Scout, je ne sais pas trop comment on prononce. Scout en anglais, Scout en français. Voilà, allez sur le site de BFM Tech et vous en saurez plus en lisant l'article de Kesso. Merci beaucoup, Kesso Diallo, de la rédaction de BFM Tech. Il est 20h49. On va parler maintenant d'IA, encore une fois, dans Tech & Co ce soir, et surtout des maladies liées à l'œil. Des révolutions sont en train de se tramer. On en parle avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Et Jocelyn Perret nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Cofondateur de Zenco Lab. Exactement, c'est ça. Alors, on va découvrir ensemble ce que c'est. En fait, c'est une startup deep tech en intelligence artificielle médicale, cofondée par 4 étudiants. Alors, tu en fais partie. De Centrale, c'est ça. Tu me permets qu'on se tutoie, ça sera avec plus sympa. Plaisir, ouais. Voilà. Alors, il y a Shakib Labra, il y a Thomas Singer et Lyon Sibout, et toi donc. C'est intéressant parce que cette startup est incubée au sein de l'incubateur de Centrale Supélec et lauréate du prix de l'IA de la Fondation Centrale Supélec. Voilà. Un beau résumé. Pas mal. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que vous avez mis au point avec tes collègues. Oui, exactement. Juste si je peux rappeler un peu le contexte, voilà, Zenco Lab, c'est né du constat que, si vous avez des lunettes, vous devez le savoir, que quand vous prenez un rendez-vous chez Ophtalmo, c'est souvent long. Ouais. Plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines régions. Alors, c'est en train de s'améliorer, mais c'est vrai que ça peut être compliqué.
Tout dépend des endroits. Hein. Exactement. Et en plus, si vous êtes dans le parcours de téléophtalmologie, qui est une des solutions justement pour tous ces déserts médicaux, donc on va prendre vos mesures et puis vous allez encore avoir quelques jours pour attendre. Et finalement, en fait, tous ces délais mis bout à bout, c'est du temps un peu perdu parce que si un patient a une pathologie oculaire qui peut lui faire perdre la vue en quelques jours, c'est du temps perdu. Il faut diagnostiquer le plus tôt possible. Et donc ZenCollab, c'est né de cette idée de raccourcir ces délais pour avoir un diagnostic en fait le plus tôt possible, tout simplement. Alors comment on fait ? Comment ça marche ? C'est entre guillemets simple. Pour faire un grossier résumé de ce qu'on fait, nous on va prendre les images de fond d'œil de coupe OCT, donc des images de votre rétine, et on va les analyser avec de l'IA, donc c'est du computer vision. Donc on va diagnostiquer plusieurs pathologies, donc on va retrouver le glaucome, la DMLA, la rétinopathie diabétique et la cataracte, que la plupart des gens d'ailleurs connaissent. Oui, parce que c'est la moins grave, on va dire, de toutes ces maladies, puisqu'on peut changer, évidemment. Ouais, ça se traite, exactement. Ouais. Et puis, nous, donc, dès qu'on a les données, on va les analyser. Et puis, s'il y a une pathologie qui est détectée, on va envoyer directement le patient en présentiel aux urgences pour qu'il ait les soins adaptés. Et puis, s'il n'y a rien, si c'est juste un renouvellement de lunettes, il va continuer son parcours, voir l'ophtalmologue plusieurs jours après, en visio, etc. D'accord. Mais alors, aujourd'hui, vous en êtes où avec ZenCollab, en fait ? On en est où ? On est en train justement de... Nous, on se concentre surtout sur la partie R&D, parce qu'une grosse partie de notre travail, en fait, c'est tout ce qui va être le côté interprétable de notre solution. Surtout dans le secteur de la santé, en fait, il va y avoir une certaine réticence à l'adoption. Vous savez, avec l'IA, l'effet un peu boîte noire, on a une boule magique qui nous dit, voilà, vous avez telle pathologie. Et du coup, on travaille sur toute cette partie interprétable pour expliquer à l'ophtalmologue comment est-ce que l'IA a pris la décision. Donc c'est important ça pour l'ophtalmo, non ? C'est super important parce que comme j'ai dit, un frein de l'adoption de l'IA en fait en santé, c'est cet effet boîte noire. Oui, c'est-à-dire qu'elle donne une décision sans expliquer pourquoi. C'est ça. On se dit, l'IA a des super performances et puis finalement, souvent quand on la met dans un vrai workflow, ça va pas marcher parce qu'en fait l'IA a appris sur du bruit, etc. Alors que si elle peut expliquer d'où vient la décision, là forcément ça a plus d'intérêt et une valeur ajoutée. Comment faites-vous pour récolter toute cette data ? Parce que j'imagine que pour entraîner vos modèles, il vous faut évidemment beaucoup d'examens. Vous les récupérez où ? En fait, c'est facile à récupérer ? C'est facile, oui et non. Alors, il y a beaucoup de datasets qui sont disponibles sur Internet. Nous, on avait construit nos premiers prototypes là-dessus, justement en se basant sur tout ce qui est disponible. Toujours en faisant attention, parce que voilà, il y a des datasets de certaines régions du monde qui ne sont pas pareils en France, etc. Et puis, on travaille aussi avec des hôpitaux. Comme l'hôpital 15-20, je pense que... Oui, qui est spécialisé dans la vision d'ailleurs. Justement, et qui nous donne des données pour entraîner nos modèles. Ils sont anonymisés bien sûr, j'imagine. Oui, bien sûr, RGPD, sur des serveurs HDS, tout ça bien conforme. Donc vous récupérez ces données ? On récupère ces données, on entraîne nos modèles. Dans certains cas, on ne l'utilise pas pour entraîner parce que, voilà, en fonction des accords de partenariat qu'on a, c'est juste pour avoir les performances de notre modèle sur des cas concrets. Et puis voilà, en fait, on trouve la plupart des choses sur Internet. C'est assez facile. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'ophtalmologie, c'est une spécialité qui est en train d'évoluer grâce à l'IA. Et demain, alors pour en avoir parlé avec des spécialistes, notamment de chez Essilor, on pourra détecter des pathologies incroyables, en tout cas inespérées simplement en analysant un œil. Vous êtes d'accord avec ça ? Et je pense que oui. En tout cas, c'est le futur proche. On n'y est peut-être pas encore maintenant. Mais il y a beaucoup de pistes qui nous montrent que c'est le cas et qu'on avance dans cette direction en tout cas. Oui, notamment les maladies neurodégénératives. Voilà, par exemple, des débuts de Parkinson ou d'Alzheimer, ça pourrait être détecté. Là, l'idée, votre prochaine étape, c'est quoi en fait maintenant ? C'est d'améliorer vos modèles, de mettre en route un business, pourquoi pas aussi ? Nos prochaines étapes, voilà, ça va être sur le côté R&D. Vraiment s'assurer que en fait, l'IA qu'on va donner aux ophtalmos, c'est pas une IA qui raconte n'importe quoi. Ouais, avec des explications de ce pourquoi elle dit c'est noir ou blanc, quoi. Exactement. Puis évidemment, sur la roadmap, il y a toujours une levée pour une commercialisation future, etc. Mais ça, c'est dans un second temps, je pense. D'accord. Vous projetez quand ? Là c'est trop tôt encore ? C'est peut-être encore un petit peu trop tôt. On n'exclut pas. Mais pour l'instant, justement, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à construire tout ça avec 0 €. En s'appuyant, comme vous l'avez dit, on est 4 étudiants de Centrale Supélec. On s'est appuyé sur tout l'écosystème de Paris-Saclay,
qui nous ont fourni des serveurs, D'accord. etc. Et on n'a jamais eu besoin d'argent jusqu'à présent. Donc, Alors, on peut le dire pour terminer, tu es le fils de Xavier Perret. Exactement. Qu'on connaît très bien. Voir passer. Ton papa qui passe régulièrement dans Tech & Co, c'est pas pour ça qu'on te reçoit, parce que évidemment le sujet que tu fais est passionnant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comment t'es venue cette idée de t'intéresser justement aux maladies liées à l'œil en fait. C'est quoi? C'était un point de départ qui était évident, ou c'est en réfléchissant avec tes cofondateurs que vous vous êtes dit on va aller dans cette direction? C'était juste en discutant. Première année à Centrale Supélec, on était dans le parcours entrepreneur et donc il nous fallait un projet. Et donc on allait voir d'abord des cancérologues. On savait qu'on voulait faire quelque chose avec de l'impact. Et la santé, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de changements possibles. Bien sûr, et il y a un potentiel incroyable avec l'IA. Incroyable, bien sûr. Et c'est juste en discutant qu'on est tombé sur des ophtalmologues qui voulaient bien travailler avec nous. Et l'idée est venue comme ça. Donc. Bon, c'est très bien. Écoute, on va suivre Zen Collab de près. Jocelyn, merci d'être venu sur le plateau de Tech & Co. Voilà. Merci à vous. Ta première télé ce soir. Voilà. Tu sais quoi, je vais te le dire, t'es meilleur que ton père. Non, je pense pas. Non, j'exagère. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Tech & Co, tu peux rester assis, il n'y a pas de souci. On a terminé l'émission de toute façon. Ce Tech & Co est terminé. Belle soirée, merci de nous avoir suivis. Les replays, les podcasts qui vous attendent dans quelques minutes. Et puis donc, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h30 pour une grande soirée sur BFM Business, un Tech & Co spécial WWDC d'Apple. On va enfin découvrir quelle est la stratégie d'Apple dans le monde de l'intelligence artificielle, avec sans doute un Siri qui va devenir plus intelligent. On en parle lundi. D'ici là, très belle soirée, bon week-end et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.